Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée lors des universités d'hiver de la formation professionnelle, des universités d'hiver qui sont organisées par Centre Info et qui sont le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la formation. Nous avons le plaisir d'accueillir un des acteurs de la formation professionnelle, c'est la Caisse des dépôts, avec deux personnalités. Tout d'abord, Marianne Carmo-Albertomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des politiques sociales à la Caisse des dépôts et à côté de vous, Gwenola Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la formation professionnelle et des compétences. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce que la Caisse des dépôts, avec ses trois pôles majeurs, c'est un des grands pôles financiers de l'État, de toutes les politiques qui sont mises en place dans notre pays. Et alors, juste pour rappel, en matière de formation professionnelle et en matière de formation, sur quoi vous intervenez globalement pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore tous les métiers de la Caisse des dépôts? Merci beaucoup. Alors effectivement, la direction des politiques sociales est un des grands métiers de la Caisse des dépôts qui rentre dans l'axe stratégique de la Caisse sur cohésion sociale et territoriale. Au niveau de cette direction, il y a trois métiers principaux. Le métier historique, qui est la gestion de régimes de retraite. La Caisse des dépôts gère une retraite sur 5, essentiellement des régimes de retraite publics. La formation professionnelle, qui est le deuxième domaine métier. Et puis le troisième domaine métier de cette direction, ce sont les politiques autour du handicap, de la santé et du grand âge. Alors, sur la formation professionnelle, la Caisse des dépôts est entrée dans cet univers en 2014, au moment où on réfléchissait au compte personnel de formation, qui était un métier nouveau en tant qu'opérateur de gestion de droits individuels, et avec une histoire qui date désormais de 10 ans. 10 ans pour la mise en place du compte personnel de formation, et puis 5 ans pour la mise en place de cette plateforme Mon compte formation, qui est désormais un outil connu de tous. Voilà, un outil connu de tous. Et justement, alors, il y a 2 ans, lors des dernières universités d'hiver, il y avait des problèmes de fraude et vous étiez dans l'action contre tous ces abus qu'il y avait eu. Tous les citoyens étaient harcelés par téléphone pour mobiliser les CPF. Mais bon, ça, c'est réglé. Mais que s'est-il passé en 2 ans sur mon compte formation ? Alors effectivement, donc c'est un outil qui est arrivé à maturité, qui, je le disais, est très connu des Français. Peut-être quelques chiffres pour donner les grands enjeux financiers. Aujourd'hui, c'est 37 millions de comptes qui sont ouverts. C'est 8,5 millions d'achats de formation sur cette plateforme. C'est 12 milliards d'engagements financiers. Et c'est un outil qui a permis de vraiment démocratiser l'accès à la formation professionnelle, qui était l'objectif initial de la loi de 2018. Et quand on regarde les utilisateurs de Mon compte formation, on voit que c'est 1 utilisateur sur 2 est une femme, qu'un utilisateur sur 5 est une personne de plus de 50 ans, que plus de 8 personnes sur 10 sont des ouvriers. Et donc, c'est un enjeu d'accès de tous à la formation professionnelle. En tant qu'observateur, on pourrait dire qu'il y a une démocratisation de la formation qui, autrefois, il y a 10-15 ans, c'était plutôt les managers qui s'auto-formaient. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde y a accès plus facilement. Et ça, c'est la révolution du CPF. Mais il y a plein de révolutions en 2023 également. On peut même passer son permis avec le CPF. Alors, Madame Martin. Oui, tout à fait. Peut-être rappeler qu'effectivement, le CPF permet d'accéder à des formations certifiantes ou qualifiantes, mais aussi certaines autres actions de formation qu'on appelle plutôt de droit. Donc, vous faites référence au permis de conduire. On peut aussi citer les langues ou bien la création ou reprise d'entreprise. Sur la question des permis, effectivement, une loi en 2023 avait ouvert l'accès au permis, y compris permis moto par exemple, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le permis est un moyen de s'insérer dans l'emploi, d'accéder à l'emploi, quel que soit le territoire sur lequel on vit. Pour autant, il était aussi important
d'encadrer et de, là aussi, maîtriser en fait ces enjeux-là. Et donc, en mai de l'année dernière, il a été convenu que le permis de conduire pouvait être financé par le CPF uniquement pour le premier permis, qu'il soit véhicule type moto ou auto. La mobilité Voilà, est essentielle, exactement. que ce soit en matière de formation fait. et d'insertion sur l'emploi. Donc ça, effectivement, ça a été un moment un peu clé de l'année 2024. Autre point aussi important et qui fait aussi le lien avec ce qu'évoquait Marianne à l'instant sur la démocratisation. L'idée, ça a été aussi de responsabiliser les personnes qui venaient opérer des achats sur la plateforme par l'instauration d'une participation forfaitaire obligatoire qui a été instituée en mai dernier à hauteur de 100 € pour justement faire en sorte que dans le cadre de son parcours de formation, la personne achète aussi de manière responsable, raisonnée. Participation symbolique, mais... Alors, exonérée pour les demandeurs d'emploi et puis pour toutes les personnes qui bénéficient d'un abondement de leur employeur ou de leur OPCO. Ça, c'est aussi une mesure importante que je signale parce qu'on en reparlera, y compris dans le cadre des perspectives 2025. Mais voilà, une année riche aussi en apports complémentaires et y compris, évidemment, c'est un travail de long cours que de faciliter les parcours des utilisateurs sur la plateforme. Donc ça, on y travaille au quotidien. Mais parlons-en des perspectives sur le compte personnel de formation. Là, on vient de passer de ce qui a été. Dans l'année qui vient et les années qui viennent, quels sont les projets, les objectifs et peut-être les enjeux? Alors c'est un outil une plateforme qui évolue en permanence, d'abord pour s'assurer que, vu de l'usager, on est sur un parcours usager facile, accessible. Donc c'est vrai que la plateforme est un sujet, et un enjeu d'amélioration permanente. Les enjeux évidemment de régulation, parce que vous évoquiez dans votre introduction les échanges d'il y a 2 ans sur la fraude. Ça reste une préoccupation permanente. Et donc effectivement, on en parle beaucoup moins parce qu'on a beaucoup plus d'outils pour lutter contre la fraude. Et puis, on a sécurisé l'accès à la plateforme avec notamment France Connect Plus, mais ça reste un sujet important. Et puis après, on est un peu dans un virage sur lequel on échange beaucoup avec l'État, avec la ministre du Travail, avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, pour faire en sorte que ces formations, elles soient le plus utiles possible, non seulement pour la personne, mais aussi pour le milieu du travail, les employeurs, sur les métiers en tension. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir faire évoluer cette plateforme en favorisant la co-construction des projets de formation, co-construction avec les employeurs, co-construction avec aussi les régions ou les OPCO, avec une logique de se dire, à plusieurs, on sera plus fort, il y aura plus de financement. Et donc, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place, historiquement d'ailleurs avec France Travail, qui était le premier cofinanceur du compte personnel de formation. Et puis ensuite, avec les régions, on a 6 régions aujourd'hui qui abondent le compte personnel de formation, en général sur des métiers en tension, les métiers du soin, les métiers de la transition écologique, et puis sur les OPCO. C'est tout un travail de longue haleine pour convaincre les régions, pour s'adapter, se coordonner, parce que quand on parle de financement de la formation, on sait que c'est extrêmement complexe, et pour nos téléspectateurs, il faut leur expliquer que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais que c'est en cours, parce que là, vous avez des accords avec des OPCO, il faut aller voir toutes les branches, tous les OPCO, c'est un long travail, c'est un travail de fourmi, j'ai envie de vous poser comme question. Alors peut-être, je laisserai Gwenola expliquer un peu ce qu'on a mis en place pour les employeurs, pour que ça puisse devenir un outil dans leur palette RH et en termes de simplification, et comment on a travaillé avec eux, avec y compris des focus group, des groupes de travail, etc. Sur les abondements avec les branches professionnelles, avec les OPCO, avec les régions, vous avez raison, c'est du sur-mesure. Donc c'est du conventionnement. Et donc ça dépend aussi, là on est vraiment dans une logique de stratégie client en fonction des besoins des régions et des OPCO. Sur les employeurs, peut-être Gwenola, tu peux expliquer ce qu'on a mis en place et ce qu'on va mettre en place. On va mettre en place, ça fait partie des axes clés aussi sur lesquels on veut avancer. Donc on a identifié qu'il y avait possibilité de fluidifier, de faciliter encore le parcours des employeurs pour qu'ils viennent abonder et compléter en fait le compte de leurs salariés dès lors que le salarié leur a présenté son projet professionnel. Donc d'ores et déjà, ce qu'on peut désormais mettre en place,
qui était une attente forte des entreprises, des employeurs, c'est la capacité pour elles de venir flécher la certification sur laquelle ils veulent proposer un financement complémentaire pour leurs salariés. Et puis dans ce cadre-là, pour en faire un vrai outil et levier aussi dans leur politique de RH de développement des compétences, pouvoir leur permettre de suivre cette utilisation par leurs salariés et en quelque sorte de pouvoir aussi se faire rembourser si jamais la dotation n'était pas utilisée. Donc tout ça sont des évolutions fortes et pour répondre à votre question de tout à l'heure, on va déployer courant de l'année 2025 aux côtés du ministère du Travail une grande campagne aussi d'accompagnement auprès de tous les réseaux qui nous aideront justement à faire connaître cette nouvelle offre, puisque comme le disait Marianne, l'objectif c'est vraiment d'amplifier cette dynamique et de permettre à un maximum de salariés de continuer à se former, dans l'intérêt aussi, y compris des besoins du marché du travail, de la tension sur certains secteurs d'activité, et donc de faire se rencontrer les aspirations individuelles et les besoins plus collectifs dans le monde de l'emploi. Alors là, on a parlé de la formation générale avec le compte personnel de formation, de comment vous travaillez avec les entreprises, les OPCO, les régions. Il y a un autre outil dont on avait parlé il y a 2 ans, ici même, c'était les passeports compétences et passeports prévention qui devaient se mettre en place. Est-ce qu'on peut faire un point rapidement où ça en est, ce qui va se développer dans les années qui viennent ? Alors effectivement, au sein de notre mission, qui nous est confiée par l'État et confiée par le législateur, à côté de mon compte formation, on a d'autres outils qui ont pour objectif de pouvoir retracer les parcours de formation et favoriser l'insertion professionnelle. 2 passeports sont mis en place aujourd'hui en ce qu'on appelle en version bêta et ont vocation à être enrichis. Le passeport prévention, qui est une manière de retracer les formations en santé, sécurité au travail, les formations obligatoires et qui rentrent aussi dans la politique de prévention des risques professionnels. Et puis le deuxième outil, qui est différent, qui est le passeport compétences, qui est une sorte de CV à valeur probante, dans lequel on retrace non seulement les diplômes, depuis le brevet des collèges, voilà, déjà c'est en place, tous les diplômes et certification, et puis le parcours professionnel de la personne à partir de la déclaration sociale nominative. Toutes ces informations sont enregistrées. Donc peut-être pour décliner un peu la mise en œuvre. Oui, sur la mise en œuvre, c'est la question. Alors aujourd'hui, on a 42 millions de passeports qui sont alimentés par déjà au moins une certification ou une expérience professionnelle. Tout ce qu'on est en train de travailler là actuellement, c'est vraiment l'embarquement de toutes ces données. Parce que je vais vous donner quelques chiffres, ils sont assez faramineux. En gros, on a 250 millions d'expériences professionnelles à venir charger sur les passeports qui sont liées aux déclarations sociales des employeurs. Et on a aussi plus de 40 millions de certifications et de certificats de diplôme à embarquer. Donc tout ça aujourd'hui, c'est le travail qu'on fait d'enrichissement pour pouvoir permettre demain aux utilisateurs, aux usagers, de pouvoir justement bénéficier de ce CV à valeur probante. Et on travaille aussi sur un autre outil extrêmement intéressant qui est de pouvoir venir développer une logique de déduction des compétences à partir de ce passeport. Donc, par le biais d'outils type IA, on va travailler justement sur la capacité pour le titulaire demain à pouvoir aussi valoriser les compétences dont il dispose de par ses diplômes, ses certificats et puis ses expériences professionnelles. Donc, un vrai énorme chantier en cours, mais aussi un outil formidable parce qu'aujourd'hui on parle de reconversion, de mobilité professionnelle permanente et en fait ça va servir à la gestion des carrières de tous les travailleurs en France. Donc, et peut-être un petit clin d'œil, puisqu'on a achevé l'année olympique, on a pu charger en novembre dernier l'ensemble des badges des volontaires au JO. Donc désormais, dans leur passeport compétences, eh bien, ils ont le badge qui indique qu'ils étaient volontaires sur ce magnifique événement. Alors, l'émission se termine parce qu'on pourrait encore parler énormément sur plein de chantiers. Quels sont les points d'attention que vous avez envie de souligner pour l'année qui vient ?
Alors, il pourrait y en avoir beaucoup, puisque vous l'avez vu sur... voilà, les enjeux sont importants. Peut-être un message en conclusion, c'est de pouvoir vraiment avoir, notamment sur mon compte formation, une plateforme qui soit adaptée aux usages, à la fois des titulaires et des cofinanceurs, et la volonté de pouvoir justement mieux orienter vers les enjeux des métiers en tension, des nouvelles compétences, pour que ça puisse être finalement dans le bouquet de services de la palette RH au service des mobilités et des transitions professionnelles. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus, un site internet www.caissedesdépôts.fr ou alors directement politique-social.caissedesdépôts.fr avec plein de liens qui vous permettent d'en savoir plus sur les politiques sociales de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.